Un randonneur fauché dans une tempête de neige, ignorant qu'elle est une héritière milliardaire qui changera sa vie à jamais. Ne t'endors pas. Si tu t'endors maintenant, tu pourrais ne jamais te réveiller. J'ai si froid. S'il te plaît, ne me laisse pas. Le vent hurlait à travers les arbres, fouettant la neige dans toutes les directions, tel un rideau blanc aveuglant. Jacques trébucha en avant, son écharpe gelée et raide contre son visage, ses bois crissant dans les congères jusqu'aux genoux alors qu'il luttait pour rester debout. Ses mains étaient engourdies, et chaque respiration lui brûlait les poumons. Il aurait dû rester dans sa tente, mais quelque chose au loin avait attiré son regard, une forme étrange juste à côté du col de montagne. Et maintenant il en était sûr. C'était une voiture, à moitié ensevelie sous la neige, renversée sur le côté, un phare brillant encore faiblement à travers la tempête. Le cœur de Jacques battait la chamade alors qu'il l'atteignait, balayant les couches de neige qui recouvraient la vitre du conducteur. À l'intérieur, il la vit, une femme affalée sur le volant, le visage pâle, les lèvres bleuies. Du sang coulait d'une coupure sur son front. Elle portait un luxueux manteau d'hiver, bien que maintenant trempé et lui collant à la peau comme un linceul. Sa main pendait mollement du volant, un bracelet en diamant scintillant faiblement dans la lumière déclinante. Jacques frappa sur la vitre. « Et, vous m'entendez, mademoiselle ?» Pas de réponse. Sans hésiter, il plongea la main dans son sac à dos, attrapa son outil multifonction et força la portière jusqu'à ce qu'elle cède avec un gémissement. Un air glacial s'engouffra. Jacques se glissa à l'intérieur, attrapa son poignet, peau faible mais toujours là. Il regarda autour de lui. Pas d'autres passagers, juste elle. Il glissa ses bras sous elle et tira doucement. Elle gémit faiblement mais ne se réveilla pas. Il la berça contre sa poitrine et la transporta à travers la neige, glissant et titubant sous son poids. Le froid mordait profondément, mais il ne s'arrêta pas. Sa tente était à un demi-mille de là, en contrebas, abritée entre deux crêtes. Il l'atteignit quelques minutes plus tard, essoufflé et tremblant. Il ouvrit la toile d'un coup sec et la déposa avec précaution sur son sac de couchage. Le petit réchaud était déjà allumé, maintenant à peine l'air intérieur au-dessus de zéro. Il lui retira son manteau mouillé, puis l'enveloppa dans les couvertures sèches et sa veste la plus épaisse. Il lui frotta les mains, puis les bras, essayant de ramener la chaleur dans ses membres. « Reste avec moi, » murmura-t-il. « Tu m'entends ? Reste avec moi. » Ses paupières battirent, très légèrement. Elle chuchota, à peine audible, si froid. Jacques plongea la main dans sa trousse de secours, trouva les compresses chauffantes et les activa. Il les glissa dans ses vêtements, près de son torse, derrière son cou, sous ses bras. Puis il n'hésita qu'une seconde avant d'ouvrir sa propre veste et de se glisser dans le sac de couchage à côté d'elle, enroulant ses bras autour de son corps tremblant. « Ça va aller. » dit-il doucement, ses lèvres près de son oreille. « Tu es en sécurité maintenant. Je ne laisserai rien t'arriver. » Dehors, le vent continuait de hurler, implacable. Les heures passèrent. Jacques vérifiait constamment sa respiration, son pouls, sa couleur. Elle bougeait de temps en temps, mais ne se réveillait jamais complètement. Il rationna son eau, fit fondre de la neige pour garder ses lèvres humides, maintint le réchaud allumé avec des brindilles sèches qu'il avait stockées des jours auparavant. La tempête ne montrait aucun signe de ralentissement. Il ne pouvait s'empêcher d'étudier son visage. Délicat, pommettes hautes, longs cils, le genre de beauté qui n'appartenait pas à ces montagnes brutales. Qui était-elle? Que faisait-elle ici, toute seule? Il n'y avait pas de réponse, seulement la tempête et ses respirations superficielles et précieuses. Au plus profond de la nuit, elle ouvrit les yeux. Seulement pour une seconde, mais dans cette seconde, elle croisa son regard. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Tu m'as sauvé. » Puis ses yeux se refermèrent. « Dak déglutit, la gaulle no way. »« Ouais, » chuchota-t-il. « Mais tu vas devoir te sauver toi-même aussi. Je ne te laisserai pas mourir ici. » Il la serra plus fort, sentant la chaleur commencer à revenir sur sa peau. Dehors, la tempête rugissait. Mais à l'intérieur de la tente, pour l'instant, il y avait une lueur d'espoir. Quand elle se réveilla enfin, c'était le matin. La tempête était passée, laissant le monde extérieur silencieux et lourd de neige. Le soleil filtrait faiblement à travers la toile de la tente, projetant une lumière pâle sur son visage. Jacques était accroupi à proximité, faisant bouillir de l'eau sur le minuscule réchaud de camping. Sa voix était douce et rauque. « Où suis-je » Jacques se tourna rapidement. « Et
Tu es réveillé. Elle cligna des yeux, confuse. Qui es-tu? Jacques, dit-il. Je t'ai trouvé. Ta voiture était renversée sur la route de montagne. Tu étais à moitié enseveli sous la neige. Elle baissa les yeux, voyant des couches de vêtements et de couvertures inconnues enroulées autour d'elle. Ses doigts tressaillirent. Tu m'as sauvé. Je suppose, répondit-il en lui tendant une petite tasse en fer-blanc d'eau chaude. Tu as été inconsciente pendant presque 2 jours. Tu avais de la fièvre la nuit dernière. Tu te souviens de quelque chose? Elle prit l'eau, ses mains tremblant légèrement en buvant. Son visage était pâle, son front toujours meurtri et enflé. Mais ses yeux étaient plus alertes maintenant. Je m'appelle Claire, dit-elle après un moment. Je crois que je conduisais. Il y avait un cerf. J'ai fait une embardée. La voiture a dû faire des tonneaux. Mon téléphone. Il ne fonctionnait pas. Cette tempête a mis hors service toutes les antennes relais ici, dit Jacques. Je n'ai pas pu appeler non plus. Nous sommes assez loin de tout. Claire regarda lentement autour d'elle. La tente était exiguë mais sèche. Du matériel simple était soigneusement empilé dans les coins, et elle reposait sur des couches de couverture et de sacs de couchage qui lui appartenaient clairement. Tout sentait légèrement le pain, la fumée et l'air froid. Tu es resté ici avec moi tout ce temps. Jacques hocha la tête. Je n'avais pas vraiment le choix. Tu étais trop faible pour bouger, et je ne pouvais pas te porter loin. J'ai pensé qu'il était plus sûr d'attendre ici. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Merci. Jacques haussa les épaules. De rien. Juste content que tu ailles bien. Pendant les 2 jours suivants, ils restèrent dans la tente, la neige bloquant toute possibilité de déplacement. Jacques préparait des repas simples avec ses provisions. Haricots en conserve, nouilles instantanées, fruits secs, et partageait tout avec Claire. Il faisait des blagues pour détendre l'atmosphère, lui apprit à se réchauffer correctement les mains, lui donna même sa seule paire de chaussettes épaisses quand les siennes étaient encore mouillées. Claire, habituée au silence et au luxe stérile, trouvait ce rythme rustique étrangement réconfortant. Elle l'interrogea sur ses voyages, et il lui parla des villes qu'il avait traversées, des gens qu'il avait rencontrés, des montagnes qu'il avait gravies. En retour, elle n'offrit que des bribes d'informations sur elle-même, prudentes, vagues, suffisantes pour garder les choses légères mais jamais trop révélatrices. Mais il y avait quelque chose dans sa présence qui la faisait se sentir en sécurité, pas seulement physiquement, mais profondément, tranquillement en sécurité, comme si elle pouvait respirer. La 3e nuit, le vent revint, moins violent qu'avant, mais toujours vif et gémissant à travers les arbres. Jacques remarqua que Claire frissonnait, malgré les couches de couverture. « Tu as encore froid ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, sa voix à peine audible. « Un peu. J'ai mal à la tête. » Il se rapprocha, vérifiant son front. Il était chaud, trop chaud. « Tu as de nouveau de la fièvre ?» marmonna-t-il, l'inquiétude assombrissant son visage. Il alluma le réchaud, fit bouillir plus d'eau, lui donna un analgésique, mais son corps continuait de trembler. Sa respiration devint superficielle et sa peau rougit. « On ne peut pas laisser ta température continuer à monter, » dit-il. « Ça va te paraître bizarre, mais c'est le seul moyen que je connaisse pour la faire baisser. » Elle ouvrit lentement les yeux. « Que veux-tu dire ?» Jacques ouvrit la fermeture éclair du sac de couchage. « Choc corporel direct. Je l'ai déjà fait pendant des formations de sauvetage en montagne. Tu dois juste me faire confiance. » Elle n'hésita qu'une seconde. Puis elle hocha la tête. Jacques grimpa dans le sac de couchage à côté d'elle, enroulant ses bras autour d'elle avec précaution, son corps plus grand se levant protecteur autour du sien. Son corps était chaud, stable, et elle se serra instinctivement plus près. Il parla doucement, calmant sa respiration. « Tu vas t'en sortir. Reste juste avec moi. » Elle referma les yeux, mais cette fois non pas par faiblesse, mais par réconfort. Dehors, la neige tombait de nouveau tranquillement. À l'intérieur de la tente, 2 étrangers partageaient la chaleur, pas seulement celle du froid, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui, bien que tacite, avait déjà commencé à grandir. Le bourdonnement lointain d'un hélicoptère brisa le silence le 5e matin. Jacques sortit de la tente, protégeant ses yeux de l'éblouissement du soleil qui se reflétait sur la neige. Une équipe de recherche en parka orange vif émergea des arbres, agitant les bras et criant en s'approchant. Claire était encore faible mais consciente, emmitouflée à l'intérieur de la tente avec du thé frais dans les mains quand ils arrivèrent. « Nous vous cherchons depuis des jours », dit l'un des sauveteurs en s'agenouillant à côté d'elle.
Votre famille est folle d'inquiétude. Jacques se tenait à quelques mètres de là, observant pendant qu'il l'examinait, l'enveloppait dans des couvertures thermiques et plaçait doucement un masque à oxygène sur son visage. Claire n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Jacques, voulant dire quelque chose, mais tout allait trop vite. Elle fut hissée dans l'hélicoptère avant que les mots ne puissent quitter ses lèvres. Tout ce qu'elle réussit à faire fut un dernier regard en arrière, ses yeux fixés dans les siens, pleins de quelque chose de brut et de non-dit, puis elle disparut. Jacques resta dans la neige, les mains fourrées dans sa veste, le silence soudain autour de lui plus assourdissant que la tempête ne l'avait jamais été. Claire se réveilla 3 jours plus tard dans une suite d'hôpital, avec de grandes fenêtres et une odeur de lys dans l'air. Son corps lui faisait mal, mais sa mémoire avait commencé à revenir par flashs vifs. Des arbres, de la glace, des phares, l'accident. Elle était Claire Rowan, héritière du groupe Rowan, l'un des plus grands conglomérats de développement de luxe du pays. Elle voyageait seule, inspectant le site d'un futur complexe de montagnes, une retraite privée pour les ultra-riches. La route était verglacée, le cerf était apparu de nulle part, mais ses souvenirs s'estompaient face à un visage. Jacques, l'homme qu'il avait trouvé dans la neige, lui avait donné de la chaleur, l'avait protégée sans jamais lui demander qui elle était ou ce qu'elle avait. Il lui avait sauvé la vie, puis elle avait disparu sans un mot. Son cœur était lourd de culpabilité et d'autre chose, quelque chose de plus profond. Une semaine plus tard, Claire était assise dans son bureau dominant la ville, entourée de verres, de chrome et de mets sans fin. Son assistante, Maya, entra, tenant une tablette. Les investisseurs demandent votre déclaration sur le projet à Aspen. Ils veulent reprogrammer. Pas maintenant, dit sèchement Claire. J'ai besoin que tu fasses autre chose. Maya hésita. Qu'est-ce que c'est? Je veux que tu trouves quelqu'un. Maya cligna des yeux. D'accord, qui? Claire tourna sa chaise vers la fenêtre, la voix plus douce maintenant. Il s'appelle Jacques. Je ne connais pas son nom de famille. C'est un randonneur, probablement entre la vingtaine et la trentaine. Il m'a sauvé après mon accident. Il campait près de la crête 6, sur le sentier ouest. Ce n'est pas beaucoup d'informations. Je sais, répondit Claire. Mais j'ai besoin de le trouver. Les jours suivants devinrent une obsession. Claire manqua des réunions, ignora des appels, manqua même un gala privé auquel sa mère insistait pour qu'elle assiste. Elle examina chaque rapport de recherche de l'équipe de secours, vérifia les permis de parc, parla directement aux gardes forestiers. Maya observait avec inquiétude. Claire, les gens commencent à remarquer. Votre père? Laissez-les remarquer, interrompit Claire, la frustration perçant dans sa voix. Ce n'est pas eux qui gisaient dans la neige, gelant, sur le point de mourir. C'était lui. Il était là, elle marqua une pause, sa voix tremblant. Et je n'ai même jamais dit merci. Cette nuit-là, elle était assise seule dans son pentouse, enveloppée dans une couverture, fixant la ligne d'horizon scintillante, les yeux embués de larmes qu'elle n'avait pas laissé couler en public. « Si je ne le revois pas, murmura-t-elle dans le silence, je le regretterai pour le reste de ma vie. » Derrière elle, Maya sortit discrètement de la pièce, la détermination peinte sur son visage. Elle le trouverait. Pour Claire, et pour la vérité silencieuse que tout le monde pouvait voir, il ne s'agissait pas seulement de gratitude. C'était de l'amour. Grandissant tranquillement sous la neige et le silence, brûlant maintenant trop fort pour être ignoré. Jacques était retourné sur la route, son sac à dos de nouveau sur les épaules, ses bottes couvertes de poussière et de neige, se déplaçant de ville en ville comme il l'avait toujours fait. Mais rien ne semblait pareil. Les montagnes étaient toujours belles, le silence toujours apaisant, mais son esprit revenait sans cesse à cette tempête, à cette femme aux mains tremblantes et aux yeux doux, qui avait murmuré son nom comme si c'était tout ce qui lui restait. Claire. Il ne connaissait pas son nom de famille, n'avait aucun moyen de la joindre, aucune idée si elle se souvenait même de lui. Mais son souvenir s'accrochait à lui comme le froid persistant de cette nuit-là, refusant de s'estomper. Un après-midi, juste à l'extérieur d'une petite ville de montagne, Jacques déjeunait simplement sur un banc lorsqu'un SUV noir s'arrêta devant lui. 2 hommes bien habillés en sortirent, leurs costumes impeccables, leurs yeux froids. « Jacques » demanda l'un d'eux, bien que ce ne fût pas vraiment une question. Jacques hocha lentement la tête, sa garde déjà montée. « Qui demande ?» L'homme lui tendit une enveloppe élégante. « Un gage de reconnaissance pour ce que vous avez fait. » Jacques fronça les sourcils et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une épaisse liasse de billets, plus qu'il n'en avait vu depuis des années. Il la referma sans un mot,
et leva les yeux. Qui vous envoie? Quelqu'un qui préfère rester anonyme, dit l'homme, quelqu'un de très reconnaissant, mais aussi inquiet. Le monde de mademoiselle Rowan est délicat, compliqué. Vous n'étiez jamais censé en faire partie. Dax se leva, la machoide serrée. Je ne veux pas de son argent. Nous ne vous demandons pas de le prendre pour l'argent, dit calmement l'homme. Nous vous demandons de le prendre et de partir. La voix de Jacques était basse. Dites à celui qui vous envoie de garder l'argent et de rester en dehors de ma vie. Il jeta l'enveloppe sur le banc et s'éloigna. Mais les hommes ne cessèrent de le regarder. Dans les jours qui suivirent, Jacques remarqua des choses. Un homme avec un appareil photo faisant semblant de lire un journal. Une voiture noire garée en face de l'auberge Bon Marché, où il logeait. Des chuchotements en ville, des yeux qui se détournaient rapidement quand il levait la tête. Ils observaient. Ils attendaient. Et puis, un soir, alors qu'ils traversaient une ruelle étroite après avoir récupéré des provisions, ils frappèrent. 3 hommes sortirent de derrière un camion de livraison, lui barrant le passage. L'un d'eux fit craquer ses doigts. « On t'avait prévenu » dit-il. Jacques se retourna, mais un autre se tenait derrière lui. Il eut à peine le temps de se préparer. Un poing s'abattit sur son ventre. Un autre attrapa sa mâchoire. Il trébucha, pris au dépourvu, tenta de se défendre, mais ils étaient trop rapides, trop entraînés. Il heurta durement le trottoir, du sang sur la lèvre, les mains écorchées contre le gravier. « Qu'est-ce qu'un type comme toi croit faire » siffla l'un d'eux en attrapant Jacques par le col. « Tu crois que tu as ta place avec elle ?» Puis vint le crissement des pneus. Une voiture argentée dérapa et s'arrêta à quelques mètres de là. La portière s'ouvrit brusquement et une femme en bondit. « Arrêtez !» La voix de Claire déchira l'air comme une lame. « Laissez-le tranquille. » Les hommes se figèrent. Claire courut vers Jacques, tombant à genoux à côté de lui. Son manteau de marque flottait dans le vent, mais elle s'en fichait. Ses mains encadrèrent son visage meurtri alors qu'elle levait les yeux vers les hommes, la fureur brillant dans ses yeux. « Touchez-le encore une fois, » dit-elle entre ses dents serrées, « et je détruirai tout ce pour quoi vous travaillez. » Ils hésitèrent, puis reculèrent. Jacques toussa, du sang sur la lèvre, la regardant avec incrédulité. « Claire !» Elle hocha la tête, les yeux déjà embués. « Je t'ai trouvé. » Elle le serra dans ses bras, tremblante. « Je suis tellement désolée. Je ne savais pas qu'il ferait ça. Je t'ai cherché partout. » Jacques, encore hébété, la laissa le tenir. Sa chaleur était familière, réelle. Claire murmura. « J'aurais dû te dire qui j'étais. J'avais peur, mais je ne fuis plus. Je suis là, et je ne partirai pas sans toi. » Et pour la première fois depuis que la neige avait fondu, Jacques ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines. En sécurité, désiré, chez lui. La neige se remit à tomber, épaisse et lourde, tourbillonnant dans l'air comme un souvenir qui se répète. Claire tomba à genoux dans la ruelle, ses bras enroulés étroitement autour du corps meurtri de Jacques, ses larmes chaudes contre le vent glacial. Du sang coulait d'une coupure sur sa joue, maculant la manche de son manteau de marque. Mais elle s'en fichait. « Je suis là », murmura-t-elle, encore et encore, la voix brisée par l'émotion. « Je suis là, Jacques. Je t'ai trouvé. » Jacques, reprenant encore son souffle, la regarda avec incrédulité. Ses cheveux étaient humides de neige, ses joues rougies par le froid et la panique, mais ses yeux étaient les mêmes qu'il avait vus s'ouvrir en tremblant à l'intérieur de cette tente, et ils étaient remplis de feu. Les hommes qui l'avaient attaqué reculèrent d'un pas, incertains maintenant. Claire se tourna lentement, sa voix montant avec fureur. « Qui vous a donné la permission de le toucher » cria-t-elle, ses mots vifs et mortels. « Qui vous a dit de blesser l'homme qui m'a sauvé la vie » Ils restèrent silencieux, la tempête hurlant autour d'eux. « Je me fiche que mon père l'ait ordonné, ou le conseil d'administration, ou qui que ce soit d'autre, » continua-t-elle. Sa voix tremblait de rage. « Si jamais je vous revois près de lui, je le jure sur mon nom. J'abandonnerai ma famille, tout, pour toujours. » Personne ne bougea. Personne n'y parla. Jacques, écartant doucement ses cheveux de son front. « Je suis désolé, » murmura-t-elle de nouveau. « J'aurais dû venir plus tôt. J'aurais dû te protéger. » Jacques S. Asset Lentamet. Sun Core Endolori. « Toi, tu te souviens de tout ?» Elle hocha la tête, les yeux brillants. « Oui. Je me souviens de la voiture, de la neige, de l'accident. Je me souviens de ta voix me disant de ne pas dormir. Je me souviens de tes bras autour de moi, me gardant en vie. » Jacques la regarda, sa voix basse. « Et quand tu t'es souvenu »
Et quand tu t'es souvenu de qui tu étais, est-ce que tu t'es souvenu de qui je suis aussi? Juste un randonneur? Juste un moins que rien? Claire se pencha plus près, encadrant son visage de ses deux mains. Tu n'es pas un moins que rien. Tu es l'homme qui m'a montré ce que signifie être en sécurité, être vu. Tu m'as donné quelque chose qu'aucune somme d'argent n'aurait jamais pu m'offrir, ton cœur. Jacques cligna des yeux, ne sachant quoi dire. Claire prit sa main dans la sienne. Je me fiche du monde extérieur. Laisse-les parler. Laisse-les juger. Je ne te laisserai pas tomber. Il soutint son regard, le cœur battant sous les ecchymoses. Tu n'as pas peur de ce qui va suivre? Je suis terrifiée, dit-elle doucement. Mais j'ai plus peur de ne jamais ressentir ce que je ressens quand je suis avec toi. Jack te gluttait difficilement. Alors faisons-le. Faire quoi? Faire face, ensemble, à tout ça. Claire sourit à travers ses larmes. Ensemble. Ils s'aidèrent mutuellement à se relever, se tenant toujours, alors que la neige continuait de tomber autour d'eux. Les hommes qui avaient attaqué Jacques se retirèrent lentement, se fondant dans la tempête. Claire ne les regarda même plus, car à cet instant, seules deux personnes comptaient. Deux cœurs, meurtris mais battants, enlacés, se dressant fermement contre un monde qui avait tenté de les séparer. Laissez-les murmurer. Laissez-les doubter. Ils avaient trouvé quelque chose de rare, et ils n'allaient pas le lâcher. Les gros titres arrivèrent vite et fort, placardés sur les kiosques à journaux, les pages d'accueil et les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. L'héritière et son héros. La milliardaire Claire Rowan liée à un mystérieux randonneur. Cendrillon à l'envers, l'héritière Rowan choisit l'amour plutôt que l'héritage. Jackie, l'homme qui a volé le cœur de l'héritière Rowan? Claire s'attendait à de l'attention. Elle s'était préparée au chuchotement et au regard curieux, mais elle n'avait pas anticipé la brutalité pure de la chose. Le cirque médiatique devint étouffant. Les journalistes campaient devant son immeuble jour et nuit. Les paparazzis pourchassaient sa voiture dans les rues comme des prédateurs, leurs flashs constants, leurs voix invasives. Même les médias économiques respectables publiaient des éditoriaux spéculatifs se demandant si son instabilité émotionnelle affecterait la confiance des investisseurs dans le groupe Rowan. La presse qualifia Jacques de tout, d'homme mystérieux à opportuniste. Ils fouillèrent dans son passé, son manque de pédigré, son style de vie nomade, essayant de comprendre comment une femme comme Claire pouvait tomber amoureuse d'un homme comme lui. Ses parents étaient furieux. « Tu détruis tout ce que nous avons construit », cracha sa mère un soir, ses doigts tremblants autour d'un verre en cristal. Ils étaient assis dans la salle à manger du Pontouse Rowan, la ville scintillant loin sous leurs pieds. « Tu as embarrassé la famille. Ton nom était une marque, Claire. Maintenant, c'est de la matière à commérage. » La déception de son père était plus silencieuse mais plus vive. « Tu n'es pas seulement notre fille. Tu es une cadre, une dirigeante. Tu as été élevée pour cette vie. Tu penses que l'amour excuse le fait de fuir tes responsabilités? » Claire écouta, non pas avec défi mais avec une calme résolution. Elle laissa leurs mots tomber comme des pierres dans le silence, attendit que les échos s'estompent. Puis, doucement mais fermement, elle dit, « Si je dois choisir entre la fortune que vous avez bâtie et l'homme qui m'a sauvé la vie, je le choisis lui. » Ils la regardèrent, stupéfaits. Mais elle pensait chaque mot. Pendant ce temps, Jacques essayait de garder la tête hors de l'eau. La ville, l'attention médiatique, les événements somptueux, ce n'était pas son monde. Il portait les costumes que l'assistante de Claire choisissait, se tenait à ses côtés lors des apparitions publiques, serrait la main des cadres et souriait à travers tout cela. Mais à l'intérieur, il étouffait. La forêt, le calme, l'honnêteté des gens qui ne se souciaient pas du nom que vous portiez ou de ce que vous valiez lui manquaient. Chaque fois que quelqu'un lui tendait une flûte de champagne ou lui demandait pour quel fonds spéculatif il travaillait, il sentait les murs se refermer. Il n'en dit jamais un mot à Claire. Il ne voulait pas qu'elle ait l'impression de devoir choisir. Mais les fissures apparurent. Le point de rupture survint lors du gala de charité annuel de la Fondation Rowan. La salle de bal était un chef-d'œuvre d'élégance, des lustres scintillants au-dessus, des menus bordés d'or, un orchestre jouant doucement en arrière-plan. Claire portait une robe vert émeraude qui chatoyait comme la lumière des étoiles quand elle bougeait. Elle ressemblait en tout point à l'héritière, en tout point à la femme qu'il voulait qu'elle soit. Jacques se tenait au bord de la pièce, la regardant se mêler aux donateurs, rire poliment aux plaisanteries, poser pour les photos. Elle était brillante, gracieuse, intouchable. Quelqu'un s'approcha de lui, tenant un verre de Scotch. « Vous êtes avec quelle société déjà ?» demanda l'homme avec désinvolture.
Vous ressemblez à Westmont. Peut-être une de ces startups de niche. Jacques ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Il se tourna, se dirigea vers la sortie, se glissa par la porte latérale et continua de marcher. La pluie avait commencé à tomber, douce, brumeuse comme un chagrin. Jacques desserra sa cravate, fourra ses mains dans les poches de son manteau et descendit la rue vide, chaque pas plus lourd que le précédent. Il se sentait stupide, déplacé, comme un fantôme dans le rêve de quelqu'un d'autre. Claire remarqua son absence presque immédiatement. Elle fouilla la salle de bal, son sourire s'estompant alors qu'elle balayait la foule. Quand elle apprit qu'il était parti, elle n'hésita pas. Elle courut. Dehors sous la pluie, la soie de sa robe collant à ses jambes, ses talons claquant sur le trottoir glissant. Ses cheveux étaient déjà trempés, le mascara coulant sur ses joues. Mais elle s'en fichait. « Jacques » cria-t-elle, sa voix brisant le silence. Il s'étourna, surprise. Son cœur se serra à sa vue, trempé, essoufflé, radieuse même à travers la tempête. « Claire, qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, sa voix à peine audible sous la pluie. Elle s'arrêta devant lui, haletante. « 2ES Part 1. Je n'ai pas ma place là-bas, dit-il simplement. Dans ton monde. » Elle secoua la tête, les larmes se mêlant à la pluie. « Tu ne comprends donc pas? Je ne veux pas de ce monde sans toi. Je renoncerai à tout s'il le fallait. » Jacques détourna le regard. « Je suis juste, je ne sais pas qui je suis censé être dans tout ça. »« Tu es censé être toi, » dit-elle en attrapant ses mains, les serrant fort. « C'est de lui que je suis tombée amoureuse. » Il la dévisagea, stupéfait par la férocité dans ses yeux. Elle prit une inspiration. « Je préférais vivre dans une cabane avec toi, me réveiller au son des oiseaux, boire du café bon marché et me réchauffer les mains près d'un feu plutôt que d'être une reine dans un palais sans âme. Je préférais vivre une vie simple avec toi plutôt que d'être une reine solitaire. » Jacques ne parla pas. Il la serra simplement dans ses bras, la tenant près de lui, laissant la pluie tomber sur eux comme une bénédiction. À cet instant, rien d'autre ne comptait. Ni les gros titres, ni la fortune, ni l'héritage. Seulement l'amour. Seulement eux. Après cette nuit sous la pluie, tout changea. Jacques ne repartit plus. Au lieu de cela, il avança avec Claire à ses côtés. Ils retournèrent dans les montagnes, non pas comme un lieu pour échapper au monde, mais comme un lieu pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de significatif. Le plan était simple mais audacieux. Créer un projet de tourisme communautaire qui préserverait la beauté naturelle du paysage, tout en autonomisant les populations locales. Jacques apporta l'idée. Claire apporta les ressources. Ensemble, ils le réalisèrent. Ils voyagèrent de village en village, rencontrant les anciens, apprenant les traditions, écoutant les besoins des gens. Ils ne vinrent pas avec des chéquiers et des plans. Ils vinrent avec des cœurs ouverts. À chaque poignée de main et à chaque repas partagé autour d'un feu de camp, la confiance se construisit. Claire quitta son poste de PDG du groupe Rowan, choquant le monde des affaires. Elle annonça qu'elle ne serait plus le visage public d'une entreprise en laquelle elle ne croyait plus. Pas de la même manière. Je ne m'en vais pas, dit-elle au journaliste. Je vais juste quelque part de mieux. Elle prit plutôt un rôle de conseillère, réorientant les fonds vers le tourisme durable, l'éducation et l'autonomisation locale. Le conseil d'administration rechigna. Son père protesta, mais Claire tint bon. Et Jacques, autrefois un homme n'ayant rien d'autre qu'un sac à dos et un cœur tranquille, devint le symbole de quelque chose de plus grand. Authenticité, action et un amour qui n'avaient pas peur de se salir les mains. Ensemble, ils aidèrent à construire des écoles dans des hameaux reculés, soutinrent les artisans locaux, financèrent des systèmes d'adduction d'eau locaux et des ponts qui relieraient les familles à travers des rivières qui les avaient divisées pendant des décennies. Les enfants couraient dans les nouvelles salles de classe en criant leur nom. Les femmes apprirent à Claire à tisser. Jacques travailla côte à côte avec les villageois à l'entretien des sentiers et à la construction de cabanes écologiques. Le projet, officiellement appelé « Chemin du Nord », était plus qu'un développement. C'était un mouvement. Les mois passèrent, et les montagnes refleurirent de fleurs sauvages. Les festivals revinrent. Les esprits se relevèrent. L'espoir, autrefois enseveli sous la neige et les difficultés, s'épanouit comme le premier crocus au printemps. Et puis vint le festival. C'était une célébration de la culture, de la récolte et des nouveaux départs. Au cœur d'un village de montagne, entouré de champs en terrasse, des feux de joie furent allumés et les tambours résonnèrent dans la nuit. Des bannières colorées flottaient au vent. Les enfants dansaient en rond,
leur rire montant vers les étoiles. Jacques se tenait près du centre de la place du village, le cœur battant la chamade. Claire se tenait à proximité, pieds nus sur la terre battue, les cheveux tressés de fils rouges que lui avaient donnés les filles du coin. Son visage brillait à la lueur du feu. Elle n'avait jamais paru aussi radieuse, aussi vivante. Alors que le rythme des gonds ralentissait et que l'ancien du village levait la main pour le silence, Jacques s'avança. Il se tourna vers Claire, prit une profonde inspiration et posa un genou à terre. La foule est retint son souffle. Les mains de Claire volèrent à sa bouche. « Je n'aurais jamais pensé te trouver, » dit-il doucement, sa voix portant à travers le silence. Et puis, au milieu d'une tempête, je l'ai fait. Tu as changé ma vie d'une manière que je ne croyais pas possible. Tu m'as montré que l'amour n'a pas besoin d'un palais. Il a juste besoin de vérité. Il sortit une petite boîte. À l'intérieur ne se trouvait pas un diamant, mais une simple bague en argent gravée de la forme d'un lys, la fleur qui s'épanouissait là où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Les yeux de Claire se remplirent de larmes. « Veux-tu continuer à construire cette vie avec moi ?» demanda Jacques. « Veux-tu m'épouser ?» Elle s'agenouilla à côté de lui, riant à travers les larmes et passant ses bras autour de son cou. « Oui, murmura-t-elle. Oui, 1000 fois oui. » La foule éclata en acclamations. Les gonds retentirent. Des feux d'artifice illuminèrent le ciel. Des éclats de couleurs humbles, faits maison, qui scintillaient au-dessus de leur tête. Et dans ce village de montagne, loin des tours du pouvoir et du bruit du monde, deux cœurs battaient à l'unisson. Leur amour avait survécu aux tempêtes, aux secrets et aux cicatrices. Maintenant, il était prêt à prendre racine. Un an plus tard, la neige tombait doucement sur la cime des arbres, recouvrant la montagne comme une berceuse silencieuse. La forêt reposait immobile sous le poids de l'hiver. Chaque branche ployait doucement sous la poudre fraîche. Nichée au cœur de cette nature paisible, une petite cabane en bois se dressait, chaude et lumineuse, la fumée s'échappant de la cheminée comme un ruban se déroulant dans le ciel argenté et vif. À l'intérieur, l'air était imprégné de l'odeur du pain, du feu de bois et du thé à la cannelle. Une douce lumière dorée vacillait dans la cheminée, dansant sur les murs lambrissés et projetant des ombres qui s'étiraient et se balançaient comme un souvenir. Claire était blottie dans un fauteuil près du feu, les jambes enveloppées dans une épaisse couverture de laine, un carnet reposant sur la courbe douce de son ventre arrondi. Une main tenait un stylo, l'autre frottait distraitement de l'encercle sur le tissu tendu sur son ventre. Elle écrivait lentement, avec soin, le front plissé par la réflexion. Ces mots n'étaient pas pour le monde, pas pour les gros titres ou les salles de conseil. Ils étaient pour elle-même, pour la femme qu'elle avait été, pour la jeune fille perdue dans la neige, pour l'âme qui avait trouvé un sens non pas dans un gratte-ciel, mais dans le murmure d'une forêt et la présence constante de l'homme qui l'avait sauvée. De l'autre côté de la pièce, Jacques venait de rentrer du sentier. Ses bottes laissaient des empreintes humides sur le plancher en bois, ses cheveux saupoudrés de neige fondante, ses joues étaient rouges de froid, son souffle portait encore la morsure vive de l'air de la montagne. Il laissa tomber son équipement près de la porte et retira ses gants, ses yeux trouvant immédiatement les siens. « Toujours en train de travailler sur ton chef-d'œuvre » demanda-t-il avec un sourire, jetant son manteau sur le crochet. Claire leva les yeux, son regard doux et brillant. « J'essaie de bien le raconter, pas seulement ce qui s'est passé, mais ce que cela signifiait, ce que cela a changé. » Jacques s'approcha, ses pas silencieux, respectueux. Il s'agenouilla à côté de sa chaise et posa doucement sa main sur son ventre. « Notre petit bout pourrait bien être la meilleure partie de cette histoire. » Claire rit doucement, ses doigts recouvrant les siens. Il ou elle sait déjà faire des saltos. Je crois qu'il s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Il se pencha et embrassa le haut de son ventre, puis reposa sa tête un instant. « J'espère qu'ils hériteront de ton feu, » murmura-t-il. « J'espère qu'ils auront ta patience, » répondit-elle. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, écoutant le crépitement du feu et le léger bruissement de la neige tombant contre la vitre. La chaleur qui emplissait la cabane ne venait pas seulement du foyer, elle venait de la vie qu'ils avaient choisi de construire ensemble. Leur journée était simple, mais pleine de sens. Le chemin Rowan, le projet de tourisme communautaire qu'ils avaient fondé ensemble, avait pris racine et prospéré. Ce qui avait commencé comme un rêve, griffonné dans une tente pendant une tempête de neige, était devenu un modèle de développement durable, reliant les cultures, construisant des avenirs. Des éco-cabanes bordaient les sentiers.
Des familles locales accueillaient des voyageurs, partageaient des histoires, enseignaient les traditions. Tout était guidé par le respect. Respect de la terre, des gens, du lien qui les unissait. Claire utilisait son nom non pas pour grimper, mais pour élever. Elle ne se tenait plus derrière des podiums ni ne dirigeait des réunions de conseil, mais sa présence était partout. Dans les salles de classe qu'il construisait, les bourses qu'elle finançait, les programmes qu'elle soutenait discrètement. Elle encadrait de jeunes femmes des villages de montagne qui croyaient autrefois que leur voix n'avait pas leur place au-delà des collines. Jacques devint une sorte de légende. L'homme venu de nulle part, qui avait sauvé une héritière et était resté, non pas pour la gloire, mais pour quelque chose de plus profond. Il enseignait les techniques de survie, menait des randonnées pour des jeunes à risque, leur montrait comment trouver la force en eux-mêmes et dans la nature qui les entourait. Un soir, alors que la neige continuait de tomber en flocons épais et doux, Claire posa sa tête sur l'épaule de Jacques. Ses doigts traçaient de petits cercles sur sa manche, la lueur du feu réchauffant leur peau. « Tu te souviens de la première nuit où nous nous sommes rencontrés » demanda-t-elle doucement. « Dans la tempête » dit-il avec un sourire, difficile à oublier. « Je pensais que j'allais mourir » murmura-t-elle. « Je me souviens avoir pensé, eh bien, c'est ça. Mais ensuite j'ai entendu ta voix. » Jacques se tourna vers elle, écartant une mèche de cheveux de sa joue. « Et tu n'as pas abandonné. Tu ne m'as pas laissé faire, dit-elle. Tu m'as sauvé. » Il marqua une pause, sa voix basse. « C'est drôle, avant je pensais que je ne faisais que passer dans ta vie, comme un coup de vent, là pour un instant, puis parti. » Claire leva la main et entrelaça ses doigts avec les siens. Mais ce n'était pas le cas. Jacques appuya son front contre le sien. « Tu étais le foyer qui m'a fait rester. » Ils restèrent ainsi un long moment, deux âmes enchevêtrées dans la paix que seul l'amour pouvait apporter. Dehors, l'hiver murmurait de nouveau sa berceuse. Mais à l'intérieur, il n'y avait que chaleur, que lumière, que le doux battement de cœur se préparant à en accueillir un nouveau. Et bien que le monde au-delà de leurs fenêtres reposât gelé, le printemps avait déjà commencé à l'intérieur de leur petite cabane, calme, inébranlable, éternelle. Et ainsi, d'une tempête de neige qui faillit voler une vie, à un amour qui réécrivit le destin, le voyage de Claire et Jacques nous rappelle que parfois les personnes que nous attendons le moins deviennent celles qui changent tout. Non pas avec la richesse, non pas avec le statut, mais avec la chaleur, le courage et le genre d'amour qui fait fondre toutes les tempêtes. Ils venaient de deux mondes différents, mais leur cœur parlait la même langue. Si cette histoire a touché votre âme, vous a fait croire de nouveau à l'amour inattendu, aux secondes chances et à la beauté tranquille d'une vie simple, alors ne la gardez pas pour vous. Assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire qui émeut votre cœur. Bienvenue à Soul Steering Stories, où chaque histoire est un voyage de retour à la maison.